Voici les premières notions fondamentales de logique mathématique. Donc on commence par une notion d'assertion. Alors c'est quelque chose de très simple. Une assertion, c'est ni plus ni moins qu'une propriété, ou une propriété, c'est la même chose. Elle peut avoir deux valeurs de vérité, c'est-à-dire qu'elle peut être soit vraie, soit fausse, mais pas les deux en même temps. Et la table de vérité, donc ici c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on met ici la propriété ou l'assertion P, et elle a deux valeurs de vérité. Elle peut être donc soit vraie, soit fausse. Dans logique, en fait, on va faire beaucoup de tables de vérité comme ça, pour voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau du raisonnement. Alors, ce qu'on vous a appelé un théorème ou une proposition, voilà, c'est une assertion qui est vraie. D'accord. Donc, théorème ou proposition, c'est vrai que souvent on dit propriété à la place de proposition. Il y a un petit abus de langage, mais voilà, si on veut être extrêmement rigoureux dans la logique, ça nous donne ça. Donc par exemple le théorème de Pythagore, hein, vous connaissez la propriété de Pythagore qui est vraie dans un triangle rectangle. Donc ça, cette phrase-là en entier, dans un triangle ABC rectangle, on a AB carré plus ABC carré égale BC, et carré est une assertion vraie, donc c'est un théorème. On peut avoir aussi la négation d'une assertion. La négation d'une assertion, ça c'est quelque chose, c'est pareil, il va falloir le définir comment. On va le définir toujours avec la table de vérité. Alors c'est noté non P comme ça, ou non P, c'est-à-dire, voilà, cette chose-là c'est une notation officielle. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir P ici, on va avoir non P ici. Donc là, l'assertion P, elle peut être vraie ou elle peut être fausse, et bien entendu, l'assertion non P, elle va avoir la valeur de vérité inverse, c'est-à-dire si P est vrai, alors non P va être fausse, et si P est fausse, alors non P va être vrai ici. Au niveau du vocabulaire, vous comprendrez que c'est pas tellement compliqué, quoique après ça pourra se compliquer avec le reste du langage mathématique. Si vous prenez la négation de x égale 7, alors ici je la mets entre guillemets, ça nous fait bien entendu x est différent de 7 sans aucun problème. La négation de x est inférieure ou égale à 3, ça va être donc x strictement supérieur à 3. D'accord, c'est toujours pareil, hein. Ça, ce sont des assertions que je mets entre guillemets, et la négation de x est inférieure à 3, ça va être x inférieur strict, ça va être supérieur ou égal à 3. Donc, un inférieur ou égal en négation, ça devient un supérieur strict, et un inférieur strict devient un supérieur ou égal, et inversement, bien entendu. Voilà pour la négation. Maintenant, on a quelque chose de très très important, ce sont ce qu'on appelle les connecteurs logiques, c'est ceux que vous allez utiliser tout le temps dans les démonstrations. Alors, il en existe plein, mais ici, les quatre fondamentaux, c'est cela. Il y a le et, ET, qui est une conjonction, le OU qu'on appelle la disjonction, hein, quand on raisonne par disjonction des cas notamment, ça veut dire qu'on va regarder tous les cas. Ils ont une notation bien évidemment. L'implication c'est le plus important, celui que l'on trouve régulièrement dans les démonstrations, c'est comme ça une double flèche. Et l'équivalence logique que l'on trouve aussi beaucoup, surtout dans dans les définitions, dans les propriétés, mais également dans les démonstrations. Et c'est ce qui est le plus difficile à montrer pour l'équivalence logique. Alors, il faut ces connecteurs logiques là, ils sont définis toujours par les tables de vérité puisqu'on est en logique. Alors les tables de vérité, donc ici vous voyez que j'ai deux propositions, deux assertions pardon, P et Q. Et il faut que j'examine donc tous les cas. Donc je peux avoir P qui est vrai et Q qui est vrai, P qui est vrai et Q qui est fausse. Ensuite je peux avoir P qui est fausse et Q qui est vrai, ou alors faux et faux ici. Donc maintenant il faut avoir les valeurs de vérité. Donc ici P et Q, ben, on comprend bien que P et Q, eh ben, ça va être vrai quand les deux vont être vrais. D'accord. Quand les deux vont être vrais, eh bien alors P et Q ça va être vrai. Et partout ailleurs, là j'ai P mais j'ai pas Q. Et ainsi de suite. Donc là ça va être faux ici, ici, ici. Le OU va correspondre au OU inclusif, c'est-à-dire le OU, c'est-à-dire P ou Q ou les deux. Donc ici, on a les deux, donc ça va être vrai. Là, on a P, mais on n'a pas Q, donc ça va être vrai. Ici, ça va être vrai aussi. Par contre, là, quand P et Q sont fausses toutes les deux, alors P ou Q, obligatoirement,
ça va nous faire quelque chose de faux. L'implication, c'est ce qui est le plus compliqué à comprendre. En fait, vous voyez, on a bien P qui est l'hypothèse, Q qui est la conclusion. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut savoir ici est-ce qu'on peut avoir l'implication. Alors, il faut savoir que en réalité, bien, quand on part de quelque chose de vrai, alors on ne peut aboutir qu'à quelque chose de vrai. C'est-à-dire que là, on va avoir comme valeur de vérité vrai, parce qu'on a vrai qui implique le vrai. Par contre, si on part de quelque chose de vrai, alors on ne peut jamais obtenir quelque chose de faux. Si on fait preuve de bon sens et de logique, on ne peut pas obtenir quelque chose de faux. Donc le vrai n'implique jamais le faux, et on a donc ici faux. Et par contre, ici, enfin en dernier, si on part de quelque chose de faux, alors on peut obtenir n'importe quoi, du vrai ou du faux, ça ne pose pas de problème. Donc, oui. Voilà, ici, c'est vrai ici. Donc le seul cas où l'implication est fausse, c'est quand l'hypothèse est vraie et que la conclusion est fausse. Donc ça, c'est pas possible. Et pour l'équivalence, bien pour l'équivalence, on comprend bien que si les assertions P et Q ont les mêmes valeurs de vérité, alors ça va être vrai, c'est-à-dire que si les deux sont vrais, P est équivalent à Q est vrai. Si les deux sont fausses, également. Par contre, ici, elles n'ont pas la même valeur de vérité, donc on a faux ici et faux ici. Voilà ici pour ces 4 connecteurs logiques qu'il faut connaître parfaitement. Enfin, vous voyez au niveau des notations ici, on note souvent P et Q comme ça avec une accolade, et ça vous avez l'habitude, hein, pour P et Q, pour le et la conjonction, pardon. C'est ce qu'on a toujours fait depuis que vous résolvez des systèmes d'équations. Il nous reste un petit peu de vocabulaire qui a son importance et qui vous permettra de comprendre ce que diront vos professeurs, parce qu'ils vont souvent utiliser ce type de vocabulaire-là. Alors, on se place au départ dans l'implication. Donc ici, je l'ai déjà utilisé, vous m'avez entendu, où la première, celle qui est à gauche, ça c'est l'hypothèse, et ça c'est la conclusion. Donc faites attention, hein, de ne pas, souvent, des fois on arrive à vous inverser l'hypothèse et la conclusion, donc ça ne marche pas. Si on a donc P implique Q et Q implique P, c'est la réciproque de P implique Q. Ça, vous l'avez vu par exemple avec la réciproque de Pythagore. Si le triangle est rectangle, alors il y a la propriété de Pythagore. Et la réciproque, c'est si on a la propriété de Pythagore, alors le triangle est rectangle. Donc voilà, vous l'avez vu aussi avec le théorème de Thalès, ça peut marcher. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'exprimer, ce P implique Q? Alors, une chose que vous avez vraiment l'habitude d'utiliser, c'est le si alors. C'est une implication correspond toujours à un si alors. C'est si on a l'assertion P, alors on a l'assertion Q. Une autre façon de la déterminer, c'est celle-là, je vais passer à la troisième. C'est-à-dire, pour avoir la conclusion, il suffit d'avoir l'hypothèse ici. D'accord? C'est-à-dire que rien que le fait d'avoir l'assertion P, ça nous impliquera obligatoirement qu'on a l'assertion Q. C'est-à-dire, par exemple, il suffit d'avoir que le triangle est rectangle pour avoir la propriété de Pythagore. Et attention, ici, là, on parle donc pour avoir Q, mais on voudrait aussi le formuler pour avoir la propriété, l'assertion P. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que pour avoir P, eh ben, obligatoirement, on doit avoir Q, puisque pour avoir P, P impliquant Q, eh bien, il est absolument nécessaire d'avoir Q pour avoir P. Maintenant, attention, nécessaire, ça ne veut pas dire que ça suffit. Il peut y avoir, ce n'est pas nécessairement suffisant. Donc, vous voyez ici la formulation en orange que l'on va avoir, c'est-à-dire que Q, c'est-à-dire la conclusion, est une condition nécessaire à l'hypothèse, et l'hypothèse est une condition suffisante pour avoir la conclusion. Voilà, c'est ce vocabulaire-là que vos professeurs vont utiliser, et il faudrait bien comprendre que quand on vous parle de conditions nécessaires ou de conditions suffisantes seules, alors c'est une implication. On repasse également pour l'équivalence logique. L'équivalence logique, c'est donc la même chose que P si et seulement si, le fameux si et seulement si qu'on utilise en mathématiques depuis fort longtemps.
Et bien sûr, à ce moment-là, eh bien, étant donné qu'une équivalence logique, c'est une implication dans les deux sens, hein, c'est pas pour rien qu'on a pris cette notation-là, hein, c'est-à-dire qu'ici on peut aller dans les deux sens, eh bien, on va avoir, pour avoir la propriété, l'assertion P, il faut et il suffit d'avoir l'assertion Q. Et donc, on va pas avoir seulement une condition nécessaire ou une condition suffisante, mais on va avoir une condition nécessaire et suffisante. Donc, de la même façon, quand vos professeurs dira on a une condition nécessaire et suffisante, alors ça veut dire qu'il parle d'une équivalence.